La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept qui est né depuis une vingtaine d'années, qui se développe considérablement parce que ça aide les entreprises à faire face aux crises multiples qu'elles traversent à l'heure actuelle. On pense au Covid-19, à la récession qui commence à se développer, mais aussi et surtout à la combinaison de la crise climatique, de la perte de biodiversité, qui ne sont pas que des phénomènes scientifiques, mais qui ont aussi des impacts économiques d'une ampleur sans précédent, et que la RSE essaie de cartographier, d'évaluer et de donner des outils et des stratégies pour y faire face. Alors, ça veut dire effectivement changer même l'analyse et l'appréciation qu'on peut avoir des risques auxquels une entreprise, différemment évidemment selon son secteur, est confrontée. On en a trois grandes familles. Il y a les risques physiques, alors c'est les catastrophes climatiques. On peut penser par exemple à l'activité hôtelière en Grèce et à Rhodes qui a dû être interrompue par les incendies. Donc là, il y a une conséquence sur l'activité touristique de l'été. Il y a ce qu'on appelle les risques de transition. Donc là, c'est une adaptation qui peut être parfois extrêmement rapide d'un secteur. On pense par exemple au passage des voitures thermiques aux voitures électriques. Ça change complètement l'ensemble de la chaîne de production et d'achat des voitures. Et puis il y a un troisième type de risque qu'on appelle le risque de responsabilité, c'est-à-dire que les entreprises qui sont attaquées en justice en responsabilité, par exemple pour le changement climatique. Certaines compagnies pétrolières sont poursuivies dans le monde en responsabilité sur le changement climatique, et on peut imaginer, si cette responsabilité est établie, ce que ça pourrait leur coûter. C'est très important d'avoir cette grille qui est un des moyens d'appliquer la RSE en tête, parce qu'elle change complètement le type de gouvernance qu'on attend des entreprises. C'est-à-dire que la compréhension de ces risques, les stratégies de réponse à ces risques doivent être portées au plus haut niveau, à la fois par les conseils d'administration et par les dirigeants. Et puis ensuite, à partir de là, on détermine une stratégie. Et puis cette stratégie permet d'avoir une politique de risque, et à la fin, on détermine des indicateurs qui permettent d'évaluer si l'entreprise est bien sur sa trajectoire et si ces indicateurs sont à la fois pertinents, fiables et permettant de comparer les entreprises au sein d'un même secteur. Aujourd'hui, on n'a pas du tout ce type de données. La RSE porte des données ESG qui sont plutôt celles du passé, fournies par l'entreprise, et qui ne sont pas forcément ni pertinentes et pas toujours fiables. Donc il y a vraiment un saut quantitatif à faire, et c'est ce que porte la volonté de normaliser ces données ESG. Alors on a deux grands standards qui sont en train de se livrer une bataille. Le standard plutôt américain, qui essaie d'être global, qui est celui de l'International Sustainable Standard Board, l'ISSB, présidé par Emmanuel Faber, l'ancien dirigeant de Danone, qui lui parle de simple matérialité. Alors la matérialité, ça veut dire l'impact économique d'un phénomène comme le changement climatique. L'Europe, à l'inverse, a une régulation qui s'appelle CSRD, Corporate Sustainable Disclosure Reporting, et là, qui, elle, parle du fait de reporter selon la double matérialité. Alors, c'est quoi la différence? La double matérialité, ça consiste évidemment à regarder, par exemple, quel est l'impact du changement climatique sur un modèle économique, mais aussi en quoi ce modèle économique aggrave ou limite les conséquences du changement climatique. C'est bien sûr plus complexe, mais ça permet surtout d'évaluer l'impact des entreprises dans la réalité économique, dans la réalité environnementale. Donc c'est pour ça que c'est très important, mais aujourd'hui, ce standard de double matérialité a beaucoup de mal à s'imposer, et donc il est important de suivre ça. Pourquoi c'est important que ce standard de reporting RSE ou ESG s'impose? Parce qu'aujourd'hui, les outils dont on dispose ne nous permettent pas de bien comprendre en quoi tel ou tel modèle économique est bien exposé à des risques majeurs qu'il est en train de rencontrer. Prenons le cas des bâtiments. Aujourd'hui, depuis 15-20 ans, on a des labels environnementaux qui déterminent la qualité environnementale d'un bâtiment, mais en revanche, on ne sait rien de sa capacité à résister à des événements climatiques extrêmes ou, par exemple, à des fameux dômes de chaleur qui sont en train de se produire de plus en plus. De la même façon, en termes de reporting sur les risques, on voit dans le graphe de droite à quel point le secteur manufacturier, lui, pour l'instant, ne reporte que très peu sur des risques auxquels il est déjà confronté. Donc on a aujourd'hui des éléphants dans la pièce, des risques énormes qui ne sont pas quantifiés et qui commencent à se matérialiser, ce qui est un risque économique majeur. Et c'est en ça que la RSE peut aider. Parce qu'en fait, elle amène des démarches pionnières d'innovation qui sont très utiles. Certains secteurs l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'avant même de subir des pressions, ils prennent de l'avance. On peut penser aux cosmétiques qui essaient de réorganiser complètement ces modes de production. Le premier d'entre eux,
Le géant L'Oréal, par exemple, a défini en 2020 une stratégie de biodiversité en fonction des limites planétaires, c'est-à-dire qu'il s'est donné 10 ans pour complètement révolutionner à la fois ses modes de production, de consommation. L'objectif, c'est de préserver la ressource dont il a besoin pour continuer à fabriquer des produits cosmétiques. Donc on voit à quel point la RSE, c'est une boussole qu'il est indispensable de prendre en main pour pouvoir opérer dans les temps complexes que nous traversons.